Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par introduire et tenter de borner un petit peu ce sujet complexe autour des écritures et médiations du vivant. Mais tout d'abord, merci à Graphéine d'avoir eu l'idée de cet événement et merci à nos invités d'avoir accepté de se prêter au jeu de cette rencontre. Comme on vient de le voir dans le documentaire Des êtres à la cime, Marion, Clairvy et Angélique ont passé 5 semaines dans les Pyrénées à explorer comment vivre en harmonie avec le vivant face aux défis écologiques actuels. Là-bas, elles ont rencontré Jean-Paul, Sarah et Diane, qu'elles ont emmenés avec elles dans leur ascension des cimes. Et tous trois sont engagés dans une approche différente pour prendre soin du vivant, à travers le fait de réparer, préserver ou anticiper. Leur passion inspire les autrices et nous inspire aussi à repenser notre relation au vivant, en soulignant l'importance du collectif dans la création d'un avenir durable, où l'humanité coexisterait harmonieusement dans le vivant auquel elle appartient. Quant à Gilles Rabiot, dont nous nous trouvons au milieu des œuvres, eh bien les arbres, c'est un peu l'histoire de sa vie. De sa vie de famille, parce que dans son arbre généalogique, son père et son grand-père avant lui étaient ébénistes. De sa vie professionnelle aussi, puisqu'il ne changera pas de branche et la dédiera à la création et la fabrication de mobilier contemporain. Puis de sa vie d'artiste, dans laquelle il consacre davantage de temps, depuis la retraite, à dessiner les arbres dans leurs moindres détails, comme on peut le voir. Autant dire qu'il a passé sa vie avec les arbres. Quand il créait des meubles en bois, ce sont des arbres morts qui lui permettaient de gagner sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, reconnaissant, il leur rend hommage en immortalisant des arbres bien vivants. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à travers les écritures en présence, scénaristiques et audiovisuelles pour Marion et Clairvy, puis graphiques pour Gilles et Graphéine, ce sont les différentes manières de chacun, chacune, d'aborder le vivant. Alors l'objectif que j'ai imaginé pour structurer un petit peu cet échange est d'interroger les représentations que génèrent ces narrations du vivant dans nos inconscients collectifs. En somme, il va s'agir de questionner comment on construit et comment on s'inscrit dans ces nouveaux récits, comment on écrit le vivant et comment ces récits nous façonnent en retour. Pour ce faire, je vais quand même prendre une douzaine de minutes pour dérouler quelques pistes en promettant, ou en tout cas en essayant de ne pas être plus longue. Dans un premier temps, arrêtons-nous un instant sur les mots qu'on a coutume d'entendre quand on parle du vivant. On évoque souvent la nécessité de conserver, on parle de conservatoire, de réserve, de prévenir les disparitions d'espèces, de préserver la biodiversité, de protéger, de sauvegarder, etc. Comme si on décrivait un vivant qui n'en finissait plus de mourir en quelque sorte. D'une façon qui pourrait sembler assez provocante, cette terminologie me renvoie à l'image d'une mise sous cloche de la nature pour la préserver, derrière une vitre, derrière des barrières, derrière des limites où on ne pourrait plus la toucher sous peine de l'altérer, de la faire courir à sa perte. Un peu comme s'il fallait s'empresser de patrimonialiser, de sanctuariser cette essence vitale et fragile, de la muséographier avant sa mort annoncée. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler de nature morte ? Évidemment, c'est bien que ce n'est pas aussi simpliste et cynique que je m'amuse à le dire, mais c'est tout de même intéressant à questionner, il me semble. Si ce qui n'évolue plus est ce qui est mort, il faudrait distinguer existence et vie. Il faut dire que souvent, ce qu'on conserve existe, mais ce n'est plus vivant, comme les sardines ou les corps dans le formol, par exemple. Ou plus sérieusement, les langues mortes, comme le latin, existent, par opposition aux langues vivantes, et possèdent leur utilité, alors que d'autres disparaissent tout simplement, elles et toutes les richesses de leurs imaginaires, avec le dernier locuteur. Puis au risque d'énoncer un truisme, vivre, c'est toujours mourir un peu, dit-on. Alors, autre la palissade, est-ce que la nature même du vivant n'est pas justement de mourir ? Comment prendre soin du vivant si on a une représentation erronée de la nature ? Eh bien, les mots et les représentations qu'ils induisent sont fondamentaux. Parce que considérer le vivant comme figé, par exemple, c'est penser que le monde n'est pas en train de changer. Et s'il est vrai que l'idée de la perte ou de la disparition sont flippantes et anxiogènes, le conservatisme semble lui dénoter cette peur du changement. À ce propos, revenons un instant sur d'autres choix sémantiques et lexicaux pour parler du vivant, avec les mots en re, comme dans Revival, réparer, revitaliser, réintroduire, réinventer, retrouver l'harmonie, repenser, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu étrange de penser l'avenir dans la répétition ou le retour à un état antérieur ?
Puisque ce qui est vivant ne peut pas retourner à son état d'origine une fois mort, envisager l'avenir à travers le retour en arrière, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique? C'est comme si on mettait du sirop de grenadine dans l'eau et qu'on espérait pouvoir retrouver l'eau dans son état initial. Eh bien, c'est impossible, parce que la pagaille générée par le nouvel élément est irréversible. Le gros mot pour expliquer ça, c'est le principe d'entropie, si ça vous intéresse. Bon, si on se réfère à la théorie de l'évolution de Charles Darwin, dans une vision circulaire du temps et du vivant, le vivant ne devrait pas disparaître, mais se recomposer à partir des espèces qui se seront le mieux adaptées. Après tout, après l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, la vie a poursuivi son cours sur Terre. Dans la forêt de la Massane, qu'on peut voir dans le documentaire, un arbre meurt et son absence laisse désormais passer le soleil, permettant à d'autres espèces de hêtres d'éclore, comme le racontait Claire Vie. Oui, mais quand même. Lorsque des espèces disparaissent à force de les transformer en manteaux de fourrure et autres produits destinés à satisfaire nos compulsions consuméristes et à faire déborder nos déchets, quelles sont les conséquences de cette réduction de la diversité, notamment sur les imaginaires? La biodiversité se dégrade, quantitativement et qualitativement, tandis que nous perdons l'habitude de prêter attention à sa présence. Nos printemps sont de plus en plus silencieux, notamment en zone urbaine. En 30 ans, 30% des oiseaux ont ainsi disparu des villes et des campagnes françaises. On parle aujourd'hui de la 6e extinction de masse du vivant. La première à être provoquée par une seule espèce, l'humain, et ce, à un rythme extrêmement rapide, du jamais vu. Quant à l'anthropocentrisme, il est particulièrement observable dans la culture occidentale, au travers de son ontologie naturaliste, où l'humain s'est longtemps considéré comme différent de, voire supérieur à la nature, du fait de sa cognition, le cogito ergo sum cartésien, construisant ainsi un mur entre vivant humain et vivant non humain. En réalité, il me semble qu'on continue majoritairement de se percevoir comme étant très séparés des autres vivants dans ce dualisme qui oppose toujours nature et culture. Et je ne parle même pas de l'égocentrisme qui fait que parfois, on manque même d'empathie pour nos semblables quand on les exploite pour accroître la productivité et la rentabilité dans le travail, en faisant fi de leur santé par exemple. Alors le vivant, c'est encore un autre niveau d'empathie. Et puis, est-ce que notre façon très humaine de s'agiter et de vouloir intervenir tout le temps partout, même si c'est pour bien faire, ne fait pas un peu de nous l'espèce de la toute-puissance? Comme si on cherchait toujours à maîtriser le vivant auquel on appartient. On essaie de réintroduire des bouquetins, des milans, on plante des arbres par-ci par-là, etc. Mais agir, c'est forcément avoir un impact sur un système qui n'est pas figé, en ignorant les conséquences qu'on génère sur son évolution. Alors que dans ce cas, il faudrait peut-être seulement laisser faire. Désormais, on est clairement à l'ère de la capitalocène. Capitalisme, capital. Entre aliénation et accélération, là où la vitesse de la modernité et le changement perpétuel entraînent un sentiment de perte de connexion avec le monde sensible, où les individus se sentent étrangers les uns aux autres, voire détachés de leur environnement ou d'eux-mêmes. L'accélération sociale, technologique et économique contribue à cette aliénation en rendant difficile pour les individus le fait de vivre en harmonie avec leur environnement. On veut tout de suite et aucune frustration. On est accro au shoot de dopamine. Gilles me racontait qu'il avait passé sa vie à répéter à ses clients pressés que les arbres avaient mis 80 à 100 ans pour pousser, alors que les meubles qu'il devait leur livrer n'étaient plus à un jour près pour s'installer chez eux. Par opposition à cette frénésie de la société de consommation et au très humain culte de la performance, l'osium, ou le loisir fécond, représente une vraie alternative. Gilles s'ancre dans un temps pour dessiner les arbres, dans un temps long. Et c'est aussi dans cette temporalité parallèle que peut avoir lieu l'immersion introspective de 5 semaines de Clairvy, Marion et Angélique dans les Pyrénées. Loin du tumulte. Leurs postures sont en quelque sorte des invitations à penser et habiter autrement, dans un temps plus naturel, à un rythme plus lent. En outre, la pandémie de Covid a bien démontré qu'on était capable de ralentir et que toute urgence devenait alors très relative. À ce propos, dans Exercice d'observation, Nicolas Nova nous invite lui aussi à retrouver l'art presque perdu de remarquer, de rafraîchir le regard et à cultiver une sensibilité au monde, aux êtres et aux choses qui le composent.
parce qu'observer, c'est ralentir, dit-il. Travailler son attention perceptive au monde, ça s'apprend et ça se cultive, selon lui. Il propose de devenir explorateur et exploratrice de l'infraordinaire. Et c'est vrai que dans nos vies frénétiques, on oublie parfois d'apprécier cette beauté du quotidien. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer de nouveau sous le soleil pour cesser de tout abîmer comme on le fait déjà? Est-ce qu'on cherchera à trouver le bonheur dans ce qu'on possède déjà? D'ailleurs plutôt dans un rapport de non-possession et de non-appropriation? Est-ce qu'on devra rêver plus proche? Eh bien on devra en tout cas apprendre à transformer et à repositionner nos regards. Mais comment faire? Tout ça suppose la création de nouveaux imaginaires et de nouveaux référentiels, et ce sont ces nouvelles écritures qu'on va tenter d'interroger plus en détail avec nos 3 invités. Parce qu'habiter le vivant de façon responsable, c'est anticiper pour transmettre un futur habitable aux générations à venir, et ça passe aussi, je dirais même surtout, par l'évolution des imaginaires et par le fait de changer de système de représentation. Peut-être aussi par commencer à raconter des histoires moins manichéennes et plus complexes, où il serait question de symbiose plutôt que d'opposition. Sortir des forêts dangereuses avec le vilain méchant loup, par exemple. Puis on parle souvent des crises comme quelque chose de très négatif qui sort de l'ordinaire, mais le changement qu'elles portent est intrinsèque à l'évolution et au vivant. Ce qui signifie qu'en fait, habiter le monde, ça pourrait être aussi intégrer sereinement ces crises et toutes les formes de transition inhérentes à la vie. Sans que, bien sûr, pour autant, le fait de s'adapter devienne un prétexte à l'immobilisme des gouvernants pour maintenir le système néolibéral actuel et ses conséquences désastreuses. On échangeait il y a peu avec Yves Armel-Martin, un collègue du Bureau des Possibles, qui parlait de l'intérêt de créer de nouveaux rituels festifs pour rassembler le collectif dans le vivre ensemble. De célébrer la fête des tentures par temps caniculaire, ou la fête des bougies durant les potentielles pénuries d'électricité, par exemple. Ça n'a pas grand-chose à voir directement avec le vivant, mais ça fait réfléchir sur la manière de construire de nouveaux récits pour habiter de façon moins anxiogène les transitions qui nous attendent. En somme, ça rejoint un peu notre sujet de ce soir. Et pour finir, avant de passer la parole à nos 3 invités, on pourrait dire que quiconque ici produit des identités visuelles, des stratégies de communication, des documentaires, des images et des narrations de manière générale, pourra s'interroger et nourrir la discussion sur les conséquences sur les imaginaires et sur les comportements, des signes qu'on produit et qu'on balance dans la société. Un UI/UX designer qui travaille sur l'expérience utilisateur, par exemple, base et centre son approche sur l'humain, mais souvent, il ne prend pas en compte le vivant, ce qui a pour effet d'isoler l'humain du reste de son environnement. Ce que je veux dire, c'est que si on ne change pas les récits et par extension les représentations, il y a fort à penser que nous n'habiterons pas le changement, mais que nous le subirons, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Voilà. À présent que j'ai déroulé ce petit fil conducteur dans le vaste sujet du vivant, je propose de poursuivre avec quelques questions pour Gilles, puis pour Marion et Claire-Vie, avant de donner également la parole au public et de revenir sur ces questions macro qui nous animent autour des écritures et représentations. Alors, la première question, c'est sans surprise. Quel est ton rapport au vivant ? Donc j'ai un rapport au vivant à travers mon métier, puisque j'ai travaillé sur le vivant, même si tu as précisé tout à l'heure qu'il était mort. Certes, c'était du vivant mort. Le documentaire m'a fait remonter une anecdote. Enfin, pas une anecdote, mais quelque chose qui s'est passé dans le cours de ma vie professionnelle. Donc, il me semble intéressant de l'évoquer. Je t'en ai pas parlé parce qu'elle m'est revenue là. C'est étonnant, hein. Et bien, quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé de monter une entreprise, de fabriquer du mobilier et de fabriquer du mobilier dans une naissance particulière qui était l'orme. Au bout de quelques années, c'est-à-dire moins d'une dizaine d'années après le début de mon activité, il s'est avéré que je ne trouvais plus d'orme à m'approvisionner en orme. Pourquoi ? Parce que, vous le savez peut-être, mais l'orme a disparu. L'orme a disparu pratiquement à partir des années 90, on ne trouvait plus d'orme européen, parce que cet orme avait été contaminé par un insecte, et cet insecte avait été
importés en Europe au moment de la guerre de 14 par les caisses de munitions des soldats américains en 1917 quand ils sont venus pour combattre l'Allemagne. Et ces caisses avaient été faites dans des ormes américains, mais qui étaient morts, donc bois sans valeur. Et ce bois a importé le coléoptère. Les ormes européens n'étaient pas habitués à cet insecte et la maladie s'est répandue. Puis, à nouveau, en 1944, quand les Américains ont débarqué, même chose, même procédé. Et dans les années 90, la totalité des ormes en Europe avait disparu. Étonnamment, parce que c'est une espèce qui n'est pas l'orme, qui n'est pas une espèce forestière, qui est une espèce champêtre, qui vit par petits groupes, suffisamment éloignés pour que le coléoptère qui transporte le champignon, qui transporte la maladie, soit au-delà de sa distance de vol. Donc la nature avait fait en sorte de se protéger de cette maladie. Et le fait que le transport des troupes, du matériel, des caisses de munitions qui se sont déplacées au fur et à mesure de l'avancée des différents combats, a contaminé tous les ormes. Ce que je veux dire, c'est l'exemple même d'une forme de mondialisation qui a fait disparaître une espèce. Moi, j'ai vécu cette disparition-là, et à un moment donné, je me suis retrouvé sans pouvoir fabriquer mes meubles en orme. Voilà, je voulais vous la raconter parce que je croyais qu'elle avait du sens. Alors voilà un rapport que j'ai eu à la disparition d'une espèce. C'est pas vraiment vivant, je suis désolé, je n'ai pas répondu à ta question. Si, quelque part, oui, parce qu'à la disparition d'une espèce, j'imagine que tu n'as pas cessé de construire, de fabriquer des meubles. Et comment tu as... Alors, j'ai pas cessé de fabriquer, et le paradoxe, c'est que j'ai continué à fabriquer des meubles en orme américain. C'est ce paradoxe. À l'époque, je dois dire que je me suis absolument pas posé la question que je me pose aujourd'hui. Comment une espèce disparaît? Comment moi, dans ma vie, j'ai assisté... Enfin, je suis pas né en 1917, hein, je vous rassure. Pas tout à fait, quoi. Mais comment, dans une vie d'homme professionnel, on peut assister à la disparition d'une espèce? Ouais. Donc en fait, ton rapport au vivant, là, c'était encore du bois, mort. Mais on est finalement entouré d'arbres morts sur lesquels tu as travaillé ici aussi, parce que si on marche sur ce parquet, c'est parce que c'est toi qui l'as placé, etc. Il y a quand même une histoire avec le bois. Bon, même s'il est souvent pas très vivant. Maintenant, quand même, tu immortalises des arbres vivants. Oui, alors après, le dessiner de vivant, c'est aussi une forme de réparation. Hein, après avoir découpé des arbres en planches, en petits morceaux, etc. Bon, à la fois, je me rassure parce que quelque part, j'ai stocké du carbone pour longtemps, tous les bouts de bois qui sont à droite, à gauche, et ils sont stockés. Ouf, moralement, c'est sauf. Tu parles de dessiner du vivant, et je mélange un peu dans les questions. Combien de temps tu mets pour faire un dessin comme ceux-là, comme ceux qui... Alors ça, c'est donc les dessins. Alors évidemment, ce ne sont pas les grands formats, pas les tirages, hein, ça c'est des tirages, mais à côté de chaque dessin, vous avez le dessin original. Donc c'est des dessins qui font un format A3, hein, 30-40. C'est un temps assez long puisque c'est entre 30 et 40 heures. Entre 30 et 40 heures de dessin qui s'étalent sur plusieurs semaines. Hein, sur plusieurs semaines. Ce qui n'a effectivement rien à voir comme travail avec l'autre version du dessin qui est le croquis. Le croquis in situ, c'est le travail d'urban sketcher. Donc qui consiste à dessiner sur le motif, sur le sujet, qui est une façon de représenter ce que je vois, mais pas dans l'imaginaire. C'est-à-dire que je le représente dans sa réalité. Je ne cherche pas ni à l'enjoliver, ni à la déformer, ni à la trahir. Je la représente telle qu'elle est. Parce que je pense que cette pratique du dessin in situ permet d'observer. Et on parlait beaucoup du regard, de regarder les choses. Et moi, dès que j'ai abordé cette pratique du dessin in situ, je me suis mis à regarder les choses. Et regarder les choses dans un temps qui est long, qui n'est pas celui de juste du regard rapide ou de la photo ou du clic-clac, quoi.
mais qui est le temps du croquis, même si le temps du croquis peut être relativement rapide, il nécessite une observation, un regard, qui fait qu'on a le temps de comprendre comment sont les choses. Quand on commence à comprendre comment sont les choses, on comprend mieux pourquoi elles sont là ou pourquoi elles ont été posées là, ou faites, ou réalisées. Publié ton premier livre sur Venon. Alors ce livre, il est issu du confinement. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvés confinés les uns et les autres, nous on a eu la chance d'être confinés dans notre village, qui est un village de moyenne montagne, donc à la campagne, donc des conditions exceptionnelles que certainement tout le monde n'a pas eu. Et du coup, notre univers s'est rétréci, géographiquement s'est rétréci. Par contre, notre temps s'est allongé. On avait du temps. On avait tellement peu de choses à faire à gérer le quotidien, on avait du temps. Et là, j'ai profité de ce temps pour commencer à tourner dans mon village, à faire ce que je faisais habituellement dans toutes les occasions, c'est-à-dire à faire des croquis de mon village. Et avoir un regard, c'est un village banal, sans beaucoup d'intérêt, c'est pas un des plus beaux villages de France. Mais là, à la fois, je me suis vraiment rendu compte à quel point tout ce qui peut nous paraître ordinaire, et c'est dit dans le film, à un moment donné, je ne sais plus qui parle de porter son regard sur les choses ordinaires, qu'on ne les voit plus. Et effectivement, quand vous faites toujours le même circuit, la même route, chaque matin, chaque soir, pour aller au boulot, jamais on oublie complètement ce qui est autour de nous. Et là, à cette occasion, ça m'a permis de me poser et de regarder que dans ce village, mais il y avait des milliers de choses, pour ne pas dire plus, qui avaient un intérêt. Et donc je me suis mise à les dessiner, et de dessin en dessin, j'ai réussi à avoir une collection, disons, de plusieurs dizaines de croquis. Et donc c'est de là qu'est sorti mon premier bouquin de croquis, de dessins sur mon village. Les habitants du village ont été complètement étonnés, bien sûr du regard que j'avais porté moi, mais ça les a questionnés sur leur propre regard, sur leur environnement habituel, en se disant mais alors, il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, ils pensaient bien connaître leur village, qu'ils n'avaient jamais vu, qu'ils n'avaient jamais remarqué. Ça les a amenés à avoir un autre regard. Donc en fait, cette histoire que tu racontes, toi, à travers tes dessins, c'est finalement, on peut rêver plus proche. Sous les yeux, on a des merveilles qui sont invisibilisées. Et en fait, c'est une... On pourrait le trouver beau. Il y a de toute façon dans notre environnement direct, proche, celui qui est devenu un peu invisible, enfin, il y a énormément comme choses à découvrir et énormément comme pépites. Vous le verrez tout à l'heure, il y a un des croquis, un des dessins. Alors, bon, c'est pas un croquis, mais c'est un des dessins où vous avez une cascade. Cette cascade, vous la regardez, j'ai jamais été à La Réunion, mais enfin, elle pourrait être dans le cirque de Mafat. Elle est très exotique. Et pourtant, elle est à quelques dizaines de mètres de ma porte-fenêtre. Et je pense que le regard qu'on a sur les choses, il peut beaucoup dire de ce qu'il n'est pas, mais de ce qu'il est aussi, ou de ce qu'il peut être. À partir de mon propre imaginaire, je peux me dire que je suis allé dans un endroit exotique, mais en allant tout près. C'est-à-dire que je découvre l'exotisme à 2 pas de chez moi. Et c'est un peu la leçon de ce dessin, parce que il démontre parfaitement qu'on va parfois chercher très très loin ce qu'on a sous les yeux. Et finalement, quelle est l'histoire que tu as envie de raconter, toi, sur le vivant, vraiment, à travers tes œuvres?
Ah, ça va être long. Alors, il était une fois... Non. Non. Oui, alors, excuse-moi. D'accord. Tu peux relire si tu veux. Quelle est l'histoire que tu as envie de raconter à travers tes portraits du vivant ? Je n'ai pas spécialement envie de raconter une histoire. Simplement, ce que je trouve intéressant, c'est justement ce que je disais auparavant, c'est d'ouvrir le regard sur ceux qui nous entourent, les deux ceux, de façon à être plus proche de nos réalités. On est dans ce que disait finalement Nicolas Nova dans Exercice d'observation, quand il dit en fait il faut apprendre à remarquer à nouveau, à retrouver cet art perdu de l'émerveillement, et à devenir vraiment, en fait, ça me fait vraiment penser à ton travail explorateur de l'infraordinaire. C'est une expression de Georges Perec. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment ça le message. C'est apprenez à regarder ce que vous avez sous les yeux, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quelques questions pour Marion et Claire-Vie. On a vu dans le documentaire qu'il y avait des choses quand même saillantes qui rejoignent, je trouve, un petit peu les propos de Gilles. Et puis je vous voyais faire effectivement oui. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que dans ces narrations autour du vivant et dans le changement de regard, etc., il y avait vraiment quelque chose qui vous reliait. Du coup, quel était, vous, le message le plus important que vous vouliez faire passer à travers votre documentaire ? En fait, il y a deux façons d'écrire un documentaire. La première manière, c'est d'écrire un scénario, enfin, pas vraiment un scénario, mais de tout préparer en amont. Et la deuxième, c'est un peu de se laisser surprendre par les événements qui vont arriver, les rencontres qu'on va faire. Et nous, on savait très bien qu'il y en aurait suffisamment pour qu'on choisisse cette option-là. Alors en fait, quand on est parti, on avait déjà en idée de transmettre les paroles de nos rencontres et de transmettre leur façon, parce qu'ils ont vraiment 3 façons d'agir qui sont très différentes, et donc on voulait mettre en avant ces 3 manières d'agir. Et en fait, lors du dérochage et lors de l'écriture du fil narratif, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet qui émergeait et qui a pris énormément d'importance pour nous, et on s'est rendu compte à quel point il en avait déjà en amont, c'était le sujet du collectif. De mettre en avant cette diversité et de comment le faire ensemble à plusieurs avec cette multitude de personnes, ça nous enrichissait. Et ouais, voilà, du coup, c'est l'un des gros sujets qui sont importants pour nous, le collectif. En fait, je pense que c'est aussi venu de cette idée qu'on est dans un monde où on est de plus en plus dans des entre-soi, choisis, inconscients ou conscients. On parle souvent de communauté, parce que la communauté, ça sécurise. On va être avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs ou les mêmes façons de penser. Donc c'est sécurisant et c'est hyper important. Mais on en oublie que le collectif, c'est plus grand que simplement ça. Et que le collectif, c'est aussi se réunir pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui va dépasser cet entre-soi, et que ça veut aussi apporter de la diversité, et que dans cette diversité, il y a de l'altérité, et que parfois, c'est pas forcément facile. Ça peut être challengeant, mais souvent, c'est ce qui nous amène à aller encore plus loin, à transcender ça aussi par des imaginaires pour pouvoir aller créer une autre direction ou d'autres solutions. Et ça, on l'a vraiment vu dans nos 3 rencontres. Et dans notre tout petit collectif. Mais en fait, tu dis finalement le collectif, c'est plus grand que l'entre-soi, c'est le rapport à l'altérité, c'est le rapport à l'autre. Mais dans le rapport à l'autre, est-ce qu'on envisage le rapport ? Parce que je disais tout à l'heure, il y a une vision quand même qui est encore dichotomique entre cette opposition entre vivant humain et vivant non humain. Et est-ce que dans cette altérité que vous envisagez, il y a le vivant non humain ? Est-ce qu'il fait partie de cette altérité-là ? Comment vous l'envisagez, celui-là, dans l'altérité ? Il est partout. En fait, on n'est plus dans une altérité. Enfin, moi, je pense que si on essaye d'arrêter de faire cette dichotomie, c'est qu'on en fait pleinement partie. Et donc, il faudrait qu'on se remette dans une position où on est avec... Et être avec, c'est aussi accepter qu'il faut repenser des rapports, des cohabitations pour avoir des relations où on se rend compte aussi à quel point on est dépendant d'eux dans une société où on a un peu tendance à être hors sol.
comment cette expérience vous a fait changer, cette expérience immersive, vraiment, on a senti les émotions, tout ça qui sont passées par là. Comment cette expérience, en fait, vous a fait changer de regard vraiment sur le vivant? Je pense qu'on était déjà assez sensible à ces questions-là. Ça, c'est une évidence. Après, il y a plusieurs choses. Il y a des changements qui se sont faits à petits pas individuellement, chacune d'entre nous. On peut en parler ou pas, en fonction. Claire-Vie, elle le dit souvent, c'est difficile là de prendre du recul sur ces changements, du fait qu'en fait, c'était il y a 2 ans cette aventure, mais pour nous, ça fait 6 mois, même pas finalement, que le film est sorti. Et du coup, on a peu de recul, en fait. Et potentiellement, il faudrait bien plus de temps pour savoir à quel point ça a pu nous impacter. Je pense que d'un point de vue collectif, il y a cet émerveillement, comme tu le disais, Gilles, dans le quotidien. Retrouver cet extraordinaire dans l'ordinaire. Ça, je pense qu'on l'a affûté bien plus qu'avant. Il y a ce côté peut-être encore plus humble de se dire, ouais, bah, clairement, tout seul, on n'est pas grand-chose. Et après, collectivement, il y a vraiment cette idée aussi de... Ça doit s'inventer, je pense. Je pense qu'on n'a pas du tout de réponse toute faite et de solution, mais... Et peut-être que ça peut aussi permettre de diminuer un petit peu notre culpabilité face à ça. Tu vois, moi j'entends langage partout, et dans l'engagement, j'entends encore langage, et je suis convaincue que ces transitions, elles se font aussi par le changement de regard dont vous parlez, et donc le changement d'imaginaire et le changement de représentation. Et je propose qu'on revienne aux questions. Alors d'abord, j'avais quand même une dernière question pour vous. C'était, est-ce que vous avez un nouveau projet dans les tiroirs? Quand même, ça nous intéresse, pour changer le regard sur le vivant. Non, peut-être que c'est secret. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. En revenant de ce voyage, moi j'ai pris la décision de quitter le boulot alimentaire qui était très chouette, mais qui me convenait plus, pour trouver un nouveau projet que je n'ai pas encore trouvé, mais ça cogite. Ça cogite, ça va venir. Et puis il y avait beaucoup de boulot aussi sur le documentaire, donc il fallait que ça prenne le temps qu'il y avait un peu de temps pour que ça fasse son chemin. Mais toi, tu as des projets de documentaire? Oui, ouais. Alors, je travaille sur des choses qui n'ont rien à voir en ce moment, qui sont plus dans du lien social. Mais je pense que ça m'a donné goût. Ça a clairement été une grosse école, ce premier documentaire, dans tous les sens du terme. Et ça m'a donné goût au documentaire, et notamment à aller questionner la relation ce qu'on appelle le monde sauvage, et notamment des grands prédateurs, donc les loups et les ours,
qui, en fait, l'un a été réintroduit dans les Pyrénées, l'ours, au début des années 2000. Et le loup, il n'a pas besoin d'être réintroduit, il vient là où il a envie de venir. Et en gros, ça crée des très grosses tensions dans la façon de penser le métier de berger et dans ce rapport finalement où pendant des années, la montagne était propice à différents types d'élevage en estive et qu'aujourd'hui, cette réintroduction d'un côté d'une espèce clé de voûte et l'autre, le loup qui revient, même si aujourd'hui il n'y a pas encore de meute dans les Pyrénées, mais il y a des loups solitaires, mais pourquoi pas solidaires aussi. Et ça vient re-questionner tout ce rapport de cohabitation et c'est ce que j'aimerais pouvoir aller travailler plus tard. Ça va mettre du temps parce que j'aimerais pouvoir essayer de rentrer dans on va dire un peu le processus plus classique et traditionnel qui n'est pas l'autoproduction. Et du coup, ça veut dire du temps pour aller écrire, investiguer et peut-être rentrer dans des clous plus traditionnels. Et finalement, c'est pas si éloigné du premier documentaire puisqu'on questionne encore le lien. Et la cohabitation, donc on est quand même dans le même, je trouve en tout cas dans le même thème. Moi j'ai l'impression que finalement, ce que ça a changé, je ne sais pas comment vous étiez avant, mais en tout cas ça a généré pas mal de questions. Et j'ai l'impression que pour changer les systèmes de représentation et les regards, ça commence par des questionnements parce qu'on n'a pas de réponse et que finalement on est complètement profane. Mais on pourrait maintenant peut-être interroger un petit peu le public, parce qu'ils ont sans doute des choses à dire, sur comment eux changent de représentation autour du vivant à travers les écritures. Donc peut-être qu'on peut passer le micro si quelqu'un veut s'exprimer sur une question. Comment vous faites-vous dans vos quotidiens? Quel est votre rapport au vivant? Et comment vous pensez qu'on peut changer finalement les imaginaires? Ou alors vous vous dites, finalement, changer les imaginaires, bof, pourquoi? Ça ne va pas servir à grand-chose. Ou si, justement, c'est hyper important, quel est votre point de vue? Moi, je voulais simplement raconter une anecdote, parler d'un podcast que j'ai entendu sur France Culture, où il questionnait une bergère. Et parler des bergères qui ont peur du loup. Et la bergère a répondu, moi j'ai pas peur du loup. Je suis dans la montagne seule avec mon troupeau. J'ai absolument pas peur du loup. Celui qui me fait peur, c'est l'homme. Ouais. La peur du loup, c'est carrément... Si, moi j'ai une question qui va s'adresser aux filles. Et dans la relation au vivant, en fait, mon expérience personnelle m'a permis de constater que la première chose, c'est pas forcément d'ouvrir le regard et d'apprendre, même si c'est un chemin absolument riche et émerveillant. C'est en fait le fait de désapprendre beaucoup de croyances qui se sont forgées et qui peuvent être un peu limitantes. Et du coup, je m'interroge pour savoir si vous êtes sur ce chemin du désapprentissage. Oui, je crois qu'on a désappris plein de choses. Il y a plein de barrières qu'on avait autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue du vivant, je pense, et qu'on a complètement baissé au fur et à mesure. L'une des raisons pour lesquelles on a choisi aussi de partir en montagne, parce qu'en soi on aurait pu partir dans plein d'endroits, mais c'était pour se confronter vraiment au vivant, autant dans sa vulnérabilité que dans toute sa force. Parce que vous l'avez vu, il y a eu des tempêtes, on l'a pas toujours bien vécu, mais ouais, je sais pas, je me perds, je sais pas comment arriver là où je... Mais oui, en tout cas, c'est certain qu'il y a plein de choses qu'on a déconstruites et je sais pas si tu veux parler de partir. Ah ah oui, d'accord, j'étais pas du tout sur ça. Ok, je me lance dans ça. Ça fait longtemps que j'ai ce ressenti que la ville ne me convient plus, mais
mais j'ai été extrêmement limitée, notamment au fait d'une reconversion professionnelle, de me dire, bah oui, mais si je quitte la ville, bah, je quitte le réseau. Si je quitte le réseau, comment je travaille ? Et ces 5 semaines dans les Pyrénées m'ont permis aussi de ralentir le rythme, de voir comment on vit en dehors du tumulte quotidien. Et en fait, de me dire, mais peut-être que c'est OK. C'est OK de choisir en priorité où je veux vivre plutôt que où je vais trouver du travail. Et peut-être que finalement, cette barrière, cette composante qui était très, très contraignante pour moi peut disparaître. Et du coup, je ne suis pas encore sortie de la ville. Mais c'est en chemin et je sais que c'est quelque chose que je veux mettre en place dans mes... Je me laisse le temps pour une fois, de me dire dans peut-être 2 ans et repenser les choses autrement. Mais pour le désapprentissage, je pense que Diane et Lamassane, ça a été, je crois, enfin je me trompe peut-être, mais tous les 3 ont une richesse dans leur philosophie. Mais je crois que celle qui nous a fortement impactée, c'est Diane, et vraiment dans cette posture de revenir en fine observatrice de toute la connaissance des relations de cet écosystème. Et finalement, comment, au lieu de se positionner, à un moment tu le disais, au lieu de se positionner en supérieur par rapport à la nature, comment finalement on redevient élève et on réapprend par un maître qui est la forêt et toutes ces immensités de relations. On peut peut-être... Non, il y a d'autres questions. Ok. Mais je peux... Et c'est pas forcément vraiment une question, mais c'était pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos du bois mort. Gilles, tout à l'heure, j'écrivais sur les... Je m'intéressais aux Japonais et aux automates japonais. Et en fait, dans la culture shinto, enfin la religion, dans le shintoïsme, les Japonais considèrent que le vivant est partout. Enfin, chaque chose, qu'elle soit animée ou inanimée, est vivante. Et qu'en fait, du coup, le bois n'est pas mort, il est habité toujours par l'âme, enfin, ou par l'esprit de l'arbre. Et du coup, quand ils créent leurs marionnettes, leurs automates, il y a toujours ce vivant dans ce que nous, on appellerait inanimé, donc mort. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un regard aussi culturel qui est très différent suivant d'où on vient. Ou pour certains, cette table, pour nous, cette table, elle est morte, alors que pour un Japonais, voilà, elle renferme l'âme de l'arbre. Et je trouvais que c'était beau de se dire qu'on peut... voilà, suivant notre religion, suivant notre culture, on peut voir les choses différemment. Et peut-être que le vivant, c'est pas juste l'inanimé, ça peut être une autre perspective. C'est pas forcément parce que ça bouge pas ou parce que c'est découpé que c'est mort. On dit d'ailleurs que le bois continue de vivre et de se craqueler, de bouger. Voilà, c'était pour ajouter cette petite remarque culturelle. Tu voulais parler ? Et moi, je voulais réagir dans le même sens, c'est rigolo, mais d'une façon un petit peu plus terre à terre par rapport à ce qui est mort et ce qui est vivant. Et par rapport au fait qu'on regarde pas ce qui est autour de nous, qu'on regarde pas assez, qu'on prend pas le temps de regarder. Donc il y a toujours cette notion de temps et d'attention qui est là. Un truc qui me fait rire, c'est le bois mort qui a traversé dans les caisses de munitions. En fait, il n'était pas complètement mort, puisque dedans il y avait des insectes ou des œufs ou des champignons. Et donc, là encore, c'est l'homme qui décide, ça c'est mort ou ça c'est vivant. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus profond. Et une anecdote et un conseil de lecture, si vous aimez les choses qu'on ne voit pas, c'est un bouquin sur le sol de Monsieur Sellos, qui est un chercheur, un professeur, qui est passionnant et donc que je vous recommande. Et donc, qui m'a fait changer mon rapport au vivant, puisqu'il explique énormément de choses qu'on ne voit pas. Et donc dans le sol, qui est quand même constitutif de tout le vivant, parce que tout part de là, en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui sont essentielles. Et un des exemples qu'il donne dans le livre, il y en a beaucoup, c'est l'exemple d'un champignon qui est un des plus gros êtres vivants sur Terre, qui fait plusieurs centaines de tonnes, qui est au Canada, et qui en fait mange les racines des pins
et le pain finit par tomber, il mange le pain, puis quand il a mangé tous les pains, il meurt, il va ailleurs. Et en fait, tous les pains qui tombent font entrer la lumière, et de cette lumière poussent d'autres arbres, des feuillus, qui ont, eux, besoin de lumière pour pousser. Ensuite, ces feuillus, ils poussent, c'est pas fini l'histoire, ils poussent, et à l'ombre de ces feuillus, peuvent pousser des pins, parce que eux, c'est l'inverse, et le champignon peut revenir, etc., etc. Donc c'est un cycle, et voilà, c'est ça. Moi, c'est juste faire du coup un petit commentaire, mais du coup, vous m'avez laissé un peu le chemin, parce que là, on parlait du coup de montagne, et du coup, de prédateurs, mais c'est quand même un environnement humain. Et moi, parler du vivant et pas nommer les océans et ce qui se passe dedans aussi, c'est pas, on peut y aller, mais je pense qu'il faut pas l'oublier, parce qu'il y a du vivant aussi là-bas qui bouge pas, ou des coraux qu'on pourrait croire que c'est juste des plantes. En fait, c'est des êtres vivants quand même, et je crois qu'on regarde pas trop là où on n'a pas accès spontanément. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des océans, mais on l'oublie pas. Il y a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent sur les océans et sur les milieux marins. Effectivement, là, c'était moins le propos, parce que Gilles peint des arbres et les filles ont fait un documentaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire la prochaine fois. Mais vous avez raison. Du coup, moi, je vais basculer sur un autre sujet, un peu plus design. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était les moments aussi où vous êtes isolé et où vous avez ralenti le rythme du film, peut-être aussi de votre parcours. Et en fait, finalement, même nous, en tant que designer, on est dans un process de création. On court après un temps, une date butoir pour des projets, des choses comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est ces moments où on va arrêter, où on va mettre au repos soit la créativité pour essayer de changer d'angle de vue ou de perspective sur un sujet. Et finalement, en fait, la pratique de faire des croquis, c'est un petit peu comme la photographie de rue. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez intéressant, moi, pour avoir repris la photo. Quand on se promène dans sa ville, on se dit qu'on va tout le temps faire on va se tasser. On a déjà vu ce bâtiment 1000 fois. Qu'est-ce qu'on va prendre en photo, en fait? Je préfère être à New York ou prendre un avion et puis aller prendre des photos, je sais pas où, à Bali. Alors qu'en fait, finalement, de se poser, de lever un petit peu les yeux et de trouver des sujets, eh ben, ça nous fait travailler nous-mêmes sur notre propre environnement. Voilà. Bon, après, on peut partir sur plein de trucs sur la conscience, etc. Mais voilà, je trouvais le rapport à la créativité, à la course du temps, à ralentir, intéressant, quoi. Merci. Alors, j'ai trouvé très beau ce que vous avez dit sur la coopération, enfin le collectif, et aussi la coopération entre vous, et qui se traduisait pas mal dans le documentaire par l'attention que vous portez les unes aux autres, de vous écouter comment vous avez vécu tel moment, et donc porter une attention à ces émotions et puis à la manière dont vous les avez vécues. Et de ce fait, je voulais faire le lien avec un autre conseil de lecture, j'ai envie de dire, de partager ça sur le livre de Baptiste Morisot qui s'appelle « Manière d'être vivant », que vous connaissez peut-être, sûrement. Et qui parle aussi bien de la manière de vivre d'un arbre que d'un oiseau. On peut aussi essayer de se projeter sur la manière de vivre d'un ver de terre ou d'un corail, pour essayer de comprendre cette diversité du vivant dans la diversité des milieux, et c'est de sortir de l'égocentrisme aussi humain qui nous a coupé du reste, pour mieux ressortir, aussi mieux comprendre les interdépendances et aussi les déséquilibres qu'on a introduits. Et je voulais aussi mentionner le fait que, à propos de ces déséquilibres, vous parlez d'un lieu qui est très important, qui est cette forêt de la Massane, où justement les conservateurs ont essayé de relâcher la pression humaine
Mais j'ai rencontré il y a 2 mois Joseph Garrigue, qui était le conservateur de cette forêt et qui a quitté en fait son poste en ayant constaté en fait l'impact, même dans ce lieu très préservé, l'impact des activités humaines, puisque en fait dans le creux des arbres où viennent boire les oiseaux, les grenouilles, on avait mesuré une pollution qui était liée à l'atmosphère, qui était pire que dans les ports industriels, parce que ça s'accumulait au fil du temps dans le creux des arbres. Et donc, il en a été tellement bouleversé qu'il s'est dit, mais je suis incapable, en fait, dans mon boulot de conservateur, de préserver, de mettre sous cloche cette forêt, justement, et de la préserver des impacts humains. Et donc, il s'est lancé dans une marche aussi, mais une marche pas contemplative, une marche d'alerte pour alerter justement sur cet impact des activités humaines. Alors, c'est un peu ironique et triste, c'est que cette marche, elle a eu lieu en même temps que la crise des agriculteurs et le moment où le gouvernement a décidé de stopper le plan éco-phyto sur la régulation et la réduction des pesticides. Donc finalement, il était peu audible à ce moment-là, mais peut-être qu'on peut aussi faire ce travail de fond pour revenir à cette conscience en fait de l'impact de nos activités, des déséquilibres qu'on introduit même dans nos pratiques quotidiennes, et de se reconnecter aussi par les imaginaires, mais aussi par l'action sur l'ensemble du vivant dont on dépend et dont notre santé, notre bien-être aussi moral dépend également. Je propose de conclure en laissant un mot à chacun, si vous le souhaitez. C'est dur. Bon, alors. Bon, voilà, c'est fini. Merci à tous. Je souhaite, alors, message totalement personnel, je souhaite Pauline nous quitte pour aller au Grand Nord. Des imaginaires lointains qui l'attirent pour traverser, puis voyager, découvrir peut-être des grands espaces et des grands horizons. Donc on te souhaite bonne route, on te l'a souhaité à midi, et encore, j'en profite maintenant. Et on va éteindre, rallumer les lumières et puis boire un verre. Merci à tous.